Vous savez, chaque pays a ses propres règles du jeu. C'est une sorte de manuel suprême qui définit comment tout fonctionne. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre une démocratie et une monarchie, entre un état de droit et un régime arbitraire. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur celui de la France, son droit constitutionnel. Mais un manuel, évidemment, ça ne s'écrit pas tout seul. La question, c'est qui a le pouvoir d'écrire ces règles qui s'appliquent à tout le monde, y compris à ceux qui nous gouvernent? La réponse, elle tient en un mot qu'on connaît tous, la Constitution. Voilà le programme. D'abord, on va décortiquer ce fameux manuel. Ensuite, on va se demander d'où vient le pouvoir qui est décrit. Puis, on verra comment on s'arrange pour éviter que ce pouvoir ne devienne tyrannique. On identifiera aussi les acteurs principaux du jeu politique. Et pour finir, la question la plus importante, à quoi ça sert tout ça pour nos libertés? Allez, on commence par le commencement, ce fameux manuel suprême. C'est vraiment la pierre angulaire de tout notre système juridique. Voyons pourquoi. Alors, le droit constitutionnel, qu'est-ce que c'est exactement? Pensez-y comme au plan d'architecte d'une nation. Ça ne s'intéresse pas aux contrats entre voisins, non, ça c'est le droit privé. Le droit constitutionnel, lui, il dessine les fondations, la structure de l'État, les murs porteurs des institutions, et il définit les relations entre l'État et les citoyens. Et ce manuel, il décide de choses absolument fondamentales. D'abord, la forme même du pays. Est-ce qu'on est un seul bloc, uni, comme la France, ou une fédération d'États? Ensuite, il dessine toute la mécanique du pouvoir, qui fait quoi, et surtout, comment on s'assure qu'il y a des contrôles. Et enfin, il dresse un véritable bouclier pour protéger les droits de chaque citoyen. Imaginez une pyramide de toutes les règles qui existent dans un pays. Eh bien, tout au sommet, seul, il y a la Constitution. C'est la norme suprême. Rien, absolument rien, ne peut lui être supérieur. Cette pyramide, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Tout en haut, la Constitution. Juste en dessous, on trouve les lois votées par nos représentants au Parlement. Et puis à la base, toutes les autres règles. La règle d'or est toute simple. Un étage ne peut jamais contredire l'étage du dessus. Une loi ne peut donc pas violer la Constitution. Bon, c'est bien beau d'avoir une règle suprême sur le papier, mais comment on s'assure qu'elle est respectée dans la vraie vie, surtout par ceux qui ont justement le pouvoir de faire les lois? Prenons un exemple concret. Imaginez qu'une nouvelle loi soit votée, mais qu'elle semble menacer une liberté fondamentale. C'est là qu'intervient le Conseil constitutionnel, le gardien de la Constitution. Il peut tout simplement brandir un carton rouge et annuler cette loi avant même qu'elle puisse s'appliquer. Voilà, c'est ça, le contrôle de constitutionnalité en action. Ok, maintenant qu'on a le manuel, demandons-nous qui l'a écrit, ou plutôt, au nom de qui? C'est la grande question de notre deuxième partie, la source du pouvoir. Le mot-clé ici, c'est souveraineté. C'est le pouvoir ultime, celui de décider en dernier ressort. Pendant des siècles, on a dit que ce pouvoir venait de Dieu ou du roi. Mais la Constitution française est très claire là-dessus. Aujourd'hui, la souveraineté appartient au peuple. Mais alors, comment le peuple exerce-t-il ce pouvoir? Eh bien, principalement en le déléguant. On élit des représentants, comme les députés, pour qu'ils décident à notre place. C'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. Mais parfois, le peuple reprend la parole directement. C'est la démocratie directe, par exemple lors d'un référendum où chaque citoyen est appelé à répondre oui ou non à une question cruciale. Le pouvoir vient donc du peuple. Très bien. Mais l'histoire nous a appris une chose. C'est que le pouvoir, quel qu'il soit, a toujours tendance à vouloir s'étendre. Alors comment on fait pour éviter qu'il se concentre et qu'il devienne dangereux? C'est tout l'objet de notre troisième partie, contrôler les pouvoirs. La solution, c'est une idée de génie aussi simple que puissante, la séparation des pouvoirs. Au lieu de tout mettre dans le même panier, on divise les tâches. D'un côté, il y a ceux qui écrivent la règle, c'est le Parlement. De l'autre, ceux qui l'appliquent au quotidien, le président et le gouvernement. Et enfin, ceux qui arbitrent les conflits, ce sont les juges. Mais attention, ce n'est pas un mur totalement étanche. Ces pouvoirs se surveillent les uns les autres. C'est le fameux système des freins et contrepoids. Par exemple, le Parlement vote une loi, mais le président peut refuser de la signer. Les juges, eux, peuvent estimer que cette loi est contraire à la Constitution. Bref, chaque pouvoir limite les autres pour maintenir un équilibre. Bon, maintenant qu'on a vu le plan de la machine, regardons un peu qui sont les pilotes. Bienvenue dans la quatrième partie, les acteurs politiques clés. On commence par le pouvoir exécutif, qui en France a une particularité. Il a deux têtes. D'un côté, on a le président de la République, élu par tout le monde, qui donne les grandes orientations et qui a des pouvoirs très forts, comme nommer son Premier ministre ou même dissoudre l'Assemblée nationale. Et de l'autre, il y a le gouvernement, qui lui gère les affaires courantes. Face à cet exécutif puissant, on trouve le pouvoir législatif, le Parlement. Sa mission numéro 1, bien sûr, c'est de voter les lois. Mais son deuxième rôle est tout aussi crucial. Surveiller, questionner et contrôler l'action du gouvernement. Et ce contrôle, ce n'est pas juste symbolique. Les députés peuvent carrément renverser le gouvernement s'ils estiment qu'il a perdu leur confiance.
Et enfin, le troisième acteur, souvent le plus discret, mais il est essentiel, le pouvoir judiciaire. Les juges et les tribunaux, ce sont les arbitres du jeu. Ils sont là pour s'assurer que les règles du manuel sont bien appliquées à tous, du simple citoyen jusqu'au plus haut responsable politique. Personne n'est au-dessus des lois. Toute cette organisation complexe, cette séparation des pouvoirs, ces contrôles, mais pourquoi? Au fond, à quoi sert toute cette mécanique si sophistiquée? La réponse, c'est le but ultime de tout ce système, et c'est notre dernière partie, les libertés fondamentales. On est là au cœur du réacteur. La Constitution, elle ne fait pas qu'organiser le pouvoir, elle le limite pour protéger ce qu'on a de plus précieux, nos droits. La liberté d'expression, le droit de s'associer, le principe d'égalité devant la loi, tout ça, ce ne sont pas juste de belles idées, c'est gravé dans le marbre de notre manuel suprême. Et la source de cette protection, c'est ce que les juristes appellent le bloc de constitutionnalité. Il faut voir ça comme une sorte de boîte à outils de nos libertés. Dedans, il y a la Constitution actuelle, celle de 1958, mais aussi des textes fondateurs, comme l'historique Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est tout cet héritage, ce trésor juridique, qui continue de garantir nos libertés aujourd'hui. Voilà, on a vu le manuel, les joueurs et même les arbitres. Mais une fois le manuel écrit et le jeu lancé, qui s'assure que la partie reste équitable au jour le jour? Qui veille à ce que les règles ne soient pas tordues par ceux qui sont au pouvoir? La réponse est loin d'être simple et c'est peut-être ça, le défi permanent de toute démocratie.